C'est aussi l'ancien porte-parole de Rachida Dati lorsqu'elle était au ministère de la Justice entre 2008 et 2009. Et depuis, leurs relations sont compliquées. Pour la gauche, c'est Emmanuel Grégoire, actuel numéro 2 de Paris, qui se lance dans la course. Les écologistes et les communistes se sont rassemblés derrière lui dès le premier tour, pour la première fois de l'histoire. C'est le candidat unique de toute la gauche. Ah, mais en fait, le média est devenu de droite maintenant. Ah, ok. Non, j'avais pas reçu le mémo, d'accord, ok. En fait, le média est devenu catastrophique pour commenter la politique ? C'est arrivé quand ? Donc on a le média, suite à une séquence politique où, aux législatives 2024, plein de partis ont signé un contrat de législature NFP en disant on veut virer les macronistes, on veut gouverner sur un programme de gauche de rupture, ont tous signé un programme. Le PS refuse de censurer déjà Bayrou et plus récemment Le Cornu en négociant secrètement avec les macronistes. Donc se rallie littéralement au bloc macroniste qui du coup maintient au pouvoir Retailleau, Darmanin, tous ces gens-là qui permet à un budget de droite dur, d'austérité, etc. de passer, d'être mis en place. Il y a aussi EELV qui s'abstiennent dans le vote des motions de censure pour une part d'entre eux. Bref, il y a eu toute cette séquence. Et maintenant, quand on parle d'une liste avec PS, EELV et d'autres partis PSCF machin dessus, ils disent c'est ça le rassemblement de la gauche. Vous vous rendez compte que ça c'est de la propagande, les gens. Ça c'est de la propagande de droite. De dire que ces gens-là sont la gauche, sont le rassemblement de la gauche, alors que le parti qui est resté fidèle au programme NFP, qui lui était censé être le rassemblement de la gauche en 2024, ok ? Le seul parti resté réellement fidèle à ça au bout du bout, c'est LFI. Donc en fait, c'est LFI le rassemblement de la gauche, et les autres partis qui sont pas avec LFI se sont eux-mêmes exclus de la gauche. Dès que vous entendez cette étiquette gauche mise sur le PS ou rassemblement de la gauche sur une liste autour du PS qui exclut LFI, vous savez que la personne qui est en train de vous parler essaye de vous faire oublier toute la réalité de ce qu'on vient de vivre en France, le fait que un tas de personnes ont trahi complètement le concept NFP, le concept de gouverner sur un programme gauche de rupture avec LFI, et se sont juste shiftés complètement vers la droite, vers les macronistes. C'était sûrement ironique en vrai, ouais, bien sûr, on y croit, ouais. Pour la première fois de l'histoire, c'est le candidat unique de toute la gauche. La France insoumise a décidé de partir de son côté en investissant Sophia Chikirou. Elle est députée de Paris et elle est proche, très proche de Jean-Luc Mélenchon. La vraie surprise pour ces municipales, c'est Sarah Knafo, tête de liste de Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour. Elle est surtout connue pour avoir été sa directrice de campagne lors de la dernière présidentielle, et elle est proche, très proche de lui. Voilà pour les présentations, et vous vous en doutez, Je vois pas en quoi Sarah Knafo c'est une vraie surprise, je vois pas comment on peut la présenter comme genre... Regardez la surprise de la campagne, la nouvelle candidate, machin, c'est littéralement une néo-nazie, mais d'accord. Tous les coups sont permis. Le cas le plus emblématique, c'est celui de la gauche. Elle s'était montrée unie avec la NUPES, puis avec le NFP. Entre-temps, il y a eu les débats sur le budget qui ont cristallisé toutes les tensions. Les socialistes ont négocié, puis voté avec le gouvernement macroniste, une trahison impardonnable pour une bonne partie de la gauche, en particulier LFI. Désormais, la rupture est nette entre les deux camps à l'Assemblée nationale. Alors forcément, quand une candidature unique de gauche, portée par un socialiste, est annoncée pour les municipales, LFI n'est pas de la partie. Se rassembler pour éviter la dispersion des voix et garder Paris à gauche. C'est l'avis de Daniel Simonet, ex-LFI et membre du mouvement L'Après. Alors c'est pas une évidence pour nous de rejoindre la liste d'Emmanuel Grégoire au départ. Moi j'ai incarné pendant 2 mandatures la seule conseillère de Paris qui était l'opposition de gauche à Anne Hidalgo. Et j'ai soutenu toutes les mobilisations. Le déclencheur, c'est l'enjeu de l'unité pour battre la droite et l'extrême droite. Alors, à nous d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum... Attendez, mais est-ce que le média va critiquer Daniel Simonet, du coup ? Critiquer ses arguments complètement éclatés qu'elle est en train de sortir ? En fait, c'est devenu quoi, le média ? On est d'accord que c'est une catastrophe ? De municipalités qui restent à gauche, dans lesquelles il y a l'unité la plus large possible. Une unité. Ils vont interviewer les gens de l'après, ils laissent dérouler les éléments de langage fallacieux, sans contradiction, c'est ça le concept du média maintenant. Factice, d'après Jérôme Glaise, puisqu'elle ne réunit que les socialistes, les écologistes et les communistes. On nous a imposé d'emblée l'accord de la fausse unité, parce que la gauche unie sans LFI, ce n'est pas la gauche. C'est qu'une partie de la gauche. Donc moi j'ai toujours été opposé à ce type Non, c'est juste pas du tout la gauche en fait. De stratégie. À droite, on a aussi du mal avec le concept d'unité.
Vous vous rappelez quand on vous disait que dans la compétition... Attends, c'est tout ce qu'on va dire sur ce sujet. Non mais vas-y, je vais peut-être pas regarder ça en fait, c'est de la grosse... Est-ce que je suis bien sur le média ? Rien sur les programmes, uniquement des tambouilles politiciennes qu'on peut entendre sur tous les autres merdias. Je ne paye pas un abonnement aux médias pour entendre ce type de soupe. Mettre au même niveau Shikiru et Dati, c'est osé. Ok, donc tous les commentaires sont en mode « Qu'est-ce que vous faites le média ?» Il y avait une ex-ministre d'un gouvernement macroniste, Rachida Dati, et un candidat macroniste... Ça m'énerve que les journalistes ne rentrent pas dans le détail. Par exemple, là, ils disent que le PS a négocié puis voté le budget avec la Macronie, ce qui serait une trahison pour toute la gauche, particulièrement LFI. Ok, mais est-ce qu'ils ont effectivement trahi leur engagement ? Est-ce que leurs votes ont permis le passage de lois dont ils avaient pris l'engagement d'être contre lors du NFP ? Ce sont des faits matériellement vérifiables. C'est insupportable. Oui, c'est pour ça qu'en fait, ces gens ne sont pas des journalistes. Ce sont des faux journalistes qui sont là pour vous faire quelque chose qui ressemble à de l'information, à être correctement informé. Alors que non, en fait. Puisque pour être correctement informé, il faut rentrer dans les détails beaucoup plus détaillés. Et il s'agit de notre vie à toutes et à tous. Par exemple, pendant des semaines, ils ont dit que le PS avait obtenu la suspension de la réforme des retraites. C'est une fake news. D'ailleurs, actuellement, elle n'est pas suspendue. La retraite est toujours à 64 ans, âge légal de départ. La réforme n'a pas été suspendue. Elle est appliquée avec un léger décalage. Mais ça, c'était il y a 2 mois. Et la plupart des gens en France ont déjà complètement oublié toute cette séquence. La séquence du budget macroniste qui passe et les implications dans ce budget. Glupatat a sorti une petite vidéo pour rappeler les trahisons du PS. Pour le chef de l'État, c'est nous. S'il vous appelle les uns ou les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites. Sur la suspension de la réforme des retraites, l'objectif, c'était l'abrogation. J'ai accepté la suspension. Bien sûr, ce n'est pas l'abrogation. J'aurais préféré l'abrogation. Ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Vous aurez un peu d'argent pour faire sur le SMIC. Imaginez une maman qui est au SMIC. Elle aura des revenus supplémentaires de 900 € par an. En réalité, ils n'ont pas obtenu grand-chose, simplement, il ne faut pas le dire parce que sinon ils auraient dû... C'est des gens, on a les preuves depuis des années, depuis combien d'années on a les preuves en 4K qui vous mentent. Vous avez plein de gens dans OPS qui sont ouvertement racistes, ouvertement islamophobes, ouvertement en soutien de toutes les politiques macronistes de domination sur tous les sujets. Là, ils ont complètement menti, désinformé tout le monde sur ce qu'ils ont obtenu dans la séquence. Et après, hop, tout ça est passé sous silence, whitewashé par la plupart des médias en vrai, y compris maintenant le Média TV apparemment, qui eux vont dire, bon, les insoumis disent qu'ils ont trahi... Est-ce qu'ils ont trahi? Est-ce qu'ils n'ont pas trahi? On ne sait pas. En tout cas, la liste portée par le PS, c'est la liste de rassemblement de toute la gauche. Hein. Ou enfin presque toute la gauche. Hein. C'est la gauche. Gauche, gauche, étiquette gauche, étiquette gauche. Alors tous ces gens sont de droite, font des politiques de droite, soutiennent des politiques de droite, permettent à des politiques de droite d'être appliquées. Désolé, mais là, le média participe à hurler avec la meute des médias mainstream, de la droite, de l'extrême droite, pour désinformer les citoyens sur ce qui se passe vraiment en fait dans le pays. Voter la censure. Que vous pourrez faire un peu quelque chose sur n'importe quoi. Je défendrai la taxe Zuckman. Vous l'avez compris, la taxe Zuckman n'a pas été adoptée. Vous avez présenté hier une version allégée. Si la taxe Zuckman allégée n'est pas approuvée, c'est un casus belli ou pas? Bien sûr que c'est un casus belli. La taxe Zuckman ainsi que sa version light ont été rejetées. Si on suit la logique qui était la vôtre il y a 8 jours, ce matin, vous devriez être en face de nous en disant bah oui, il y aura censure et donc on ira aux élections. Non, j'ai toujours dit, et vous pouvez reprendre mes déclarations précédentes. C'est un casus belli ou pas? Bien sûr que c'est un casus belli. En clair, s'il n'y a pas de taxe Zuckman, s'il n'y a pas de retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, s'il n'y a pas de mesures majeures sur la fiscalité des plus riches, vous ferez tomber le gouvernement. C'est bien ça. Vous avez bien compris. Il n'y aura pas de taxe Zuckman. Il n'y aura pas de retour de l'ISF. Il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites. J'espère que Sébastien Lecornu n'aurait pas cette très mauvaise idée de toucher à l'aide médicale d'État. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a publié 2 décrets, dont un qui réduirait l'accès à cette aide médicale d'État. Ça exclurait quasiment un tiers des personnes qui font appel à l'aide médicale d'État. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire. Non mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays. Nous n'avons pas de majorité, nous, la gauche. Je sais que je n'ai pas de majorité. Il n'y a pas de majorité dans ce Parlement. Et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Je suis dans l'opposition, il est dans la... Les gens, ce montage, c'est le meilleur montage de tous les temps. C'est incroyable. C'est triste, mais c'est un peu drôle quand même. Non, c'est du grand cinéma. Là, c'est du patate le GOAT. Hein. majorité très relative.
Pas de majorité dans ce Parlement. Et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Je suis dans l'opposition, il est dans la majorité très relative. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de dialoguer avec le gouvernement. Parce qu'on n'a jamais vu une équipe de droite faire une politique de gauche. Ça n'existe pas. Et donc, vous ne pourrez pas. Il suffirait que 14 députés socialistes acceptent demain de rejoindre la coalition Ensemble pour que la majorité relative passe... Ah non, hein. Ah non, on va pas rejoindre la coalition Ensemble, on va pas refuser de censurer, hein. 1 an et demi plus tard, nous ne censurerons pas le gouvernement, le cornu et l'ensemble du groupe qui refuse de censurer. Pas juste 14, tous en fait. Ah là là. De gauche à droite. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je voudrais savoir... Faisons une expérience de pensée. Si le PS voulait trahir, est-ce que ça tient numériquement? Mais j'ai l'impression qu'il y a masse de gens qui oublient tout ça. Là, c'est les municipales, ça y est, c'était il y a 3 mois, c'était il y a 4 mois. On a tout oublié, donc maintenant, ouais, non, le PS, c'est la gauche quand même. Puisque tous les médias ont juste arrêté complètement de parler de ça. Enfin, ils ont jamais vraiment mis en lumière le niveau de trahison que le PS mettait en place. Et donc, finalement, on va continuer de mettre l'étiquette gauche et enfumer tout le monde et les arnaquer à nouveau, puisque tout le monde est juste complètement... et oublient les faits basiques de ce qui se passe dans leur vie et dans la vie politique de leur pays. Donc bon, tout repose sur l'étiquette gauche. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est du pur étiquettisme et ça marche en fait. Plein de gens se disent ouais, on va aller voter pour la gauche. C'est quand même la gauche le PS, parce qu'ils disent ils mettent l'étiquette gauche quand même. Et quand Badmul sur son stream il dit non, c'est pas techniquement pas la gauche, du coup arrêtez de mettre l'étiquette gauche. Mais ça fait partie de l'histoire de la gauche, donc on est obligé de mettre l'étiquette gauche dessus. Argument sorti par des streamers qui se disent plus à gauche que moi, hein. Juste pour la petite blague. Les retournements de veste constants du PS me laissent penser qu'ils fusionneront sans problème au second tour quand ce sera dans leur intérêt, malgré ce qu'ils disent aujourd'hui. Je sais pas, genre un de vos objectifs politiques doit être la destruction du PS, hein. Désolé, mais si vous êtes pour appliquer réellement une politique progressiste, réellement une politique de gauche dans le pays, si c'est pas ça un de vos objectifs, il y a un problème, quand même. C'est normal si t'es neutre. Non, être neutre, c'est justement... ça veut pas dire que ce qu'ils disent n'est pas à droite de moi. La liste Grégoire va fusionner, mais avec celle de Bournazel, ouais. Pour quel plat de lentilles Olivier Faure a jeté ses idéaux au ruisseau? Pour quel mot susurré par François Hollande il a décidé d'abandonner la raison pour la folie? Il y a une règle de météo politique. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Merci. Mulch, voici le lien vers le post de Moumou sur Insta. Alors, Moumou Guichard. Le communiqué de Le Média TV suite à la fin de L'œil de Moumou est pire que pire. Communiqué du directoire du média. Contrairement à certaines affirmations relayées ces derniers jours, Mourad Guichard n'a fait l'objet d'aucun licenciement. Il a lui-même exprimé le souhait de mettre fin à sa collaboration avec le média. Nous regrettons que ces questions soient ainsi exposées et amplifiées par les réseaux sociaux avant d'être traitées. Mais je savais même pas que Mourad Guichard avait été viré. Je sais pas, si tu prends pas compte de ça, d'ici 5 ans, tu seras dans la même problématique. En vrai, il nous faut créer une plateforme de gauche en plus de toutes les plateformes existantes et continuer à exister. En fait, désolé, Penoco Varta, je comprends pas la take, hein. Tu penses que le fait d'être sur un réseau social détenu par des GAFAM américaines va faire décaler les positions politiques que je défends sur le stream vers la droite? Est-ce que tu peux m'expliquer par quel mécanisme? Là, par exemple, ce qui se passe avec le média, leur façon de couvrir les événements, de se droitiser et tout, n'est pas dû au fait qu'ils diffusent leur contenu sur YouTube, sur Twitch, sur des réseaux sociaux détenus par des grosses boîtes américaines. En fait, quel est le rapport avec ça? C'est leur biais idéologique à ces personnes qui détiennent et contrôlent cette entreprise et ces chaînes, quoi. C'est juste ça, mais après, je vois pas du tout... C'est l'argent qui fait décaler les positions vers la droite. Je sais pas, alors par exemple, juste, je vais prendre un exemple, d'accord? Le plus gros streamer sur Twitch, le plus gros streamer politique sur Twitch, le numéro 1 littéralement, Hassan. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais Hassan est un multi-millionnaire. Vous êtes au courant de ça, j'imagine.
En tant que streamer qui, quand il lance un stream, il a 30 000, 40 000 viewers en direct depuis des années. Il touche des millions par année de revenus de ses chaînes Twitch, de ses collaborations, de tout son travail acharné qu'il fait, etc. Il est méga riche, il s'achète des maisons, il s'achète des belles voitures. Est-ce que du coup, les positions politiques qu'il défend sur le fond ont été décalées vers la droite parce qu'il s'est enrichi, parce qu'il diffuse sur des plateformes américaines? Ah non, ça n'a pas eu lieu. Argument rhétorique parce que lui vit aux États-Unis, mais toi tu vis en France. Désolé, mais c'est pas valide, l'argent reste le nerf de ta guerre. Quel est le rapport? Enfin, c'est pas comme ça que marchent les humains en fait. Vous pensez que moi, si demain, un random milliardaire arrivait et pour une raison inconnue me faisait un don de 10 millions d'euros par exemple, vous pensez que je vais changer d'avis politiquement? En fait, vous êtes vraiment premier degré matrixé par les arguments catastrophiques des gens comme Pas du Team et tout qui pensent que les humains fonctionnent comme ça. Le truc de Usul veut pas acheter un logement, il veut pas devenir propriétaire au lieu d'être locataire parce que il deviendrait de droite s'il faisait ça, il arrêterait de défendre telle idée. Genre, vous croyez vraiment à ces arguments de merde en fait? C'est incroyable. Si tu veux, Mulch, mais ta fatigue parle plus que ta raison là. On retourne sur Moumou qui part, quelle en est la raison? Non, venez, on reste sur ça parce que je veux comprendre votre logique. Vous pensez que les gens de Le Média qui sont en train de se droitiser sont méga riches? Et c'est pour ça que ça se passe. Vous pensez pas que c'est parce qu'ils ont des convictions idéologiques de fond qui sont totalement différentes des convictions idéologiques que, par exemple, j'ai moi personnellement? Ils sont pas du même avis que moi politiquement. Le gars sur Blast, la Camille Chastrus, qui dit tous les politiciens sont pourris, s'abstenir est une façon de protester contre le système et tout, il a pas une take catastrophique sur l'élection parce qu'il est riche en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est parce qu'il a une idée mauvaise en tête, il a une mauvaise compréhension du fonctionnement de la 5e République. Si tu te droitises en fonction de ta situation personnelle, c'est que tu n'as jamais été basé. Bah oui, exactement. Les gens, pour commencer, arrêtez de croire que les gens du média aujourd'hui sont les mêmes qu'à la création du média ou même du temps de Denis Robert. Je vois pas ce que ça change d'être en France ou aux US. Non, évidemment, c'est juste un argument copium de la personne dans le chat qui veut me contredire. Ça a aucun sens ton argument. Hein. Désolé. C'est très bizarre quand même, c'est très bizarre ce que vous dites. Faut vraiment pas avoir de colonne vertébrale pour que tes idées changent. Si tu commences à gagner plus d'argent, bah ouais, en vrai, dans beaucoup de cas, c'est pas le cas, quoi. Tétrarque, merci beaucoup pour le sub, merci beaucoup. Tiens, je resub, j'espère que ça te fera pas passer le palier où tu deviens de droite. Je sais pas, vous avez des idées bizarres sur comment marchent les humains, quoi. Après, c'est sûr que si vous écoutez un peu trop Pas du Team là-dessus, vous commencez à avoir une vision pseudo-matérialiste qui est en fait pas du tout du matérialisme. Sursimplifié complètement sur comment marchent les humains, quoi. Much, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le média se droitise? S'il te plaît, j'ai raté un truc. En fait, je ne comprends moi-même pas pourquoi ça a lieu. Parce que j'ai pas du tout les datas et les détails sur comment marche le média, qui contrôle quoi dans le média. Je connais pas ces gens, en fait. Donc, des échanges sont actuellement en cours. Donc, attends. Des échanges sont en cours afin d'organiser cette transition dans un cadre strictement conforme au droit du travail. À la suite de cette décision, l'émission L'œil de Moumou prend fin. Ce programme rencontrait son public et rien, sur le plan éditorial ou stratégique, ne justifiait son arrêt en dehors de cette évolution indépendante de notre volonté. Quelle évolution? Donc le directoire du média, c'est une partie des gens du média. Eux, ils disent, c'est Mourad Guichard qui a décidé de partir. Mourad Guichard partage ça en disant, c'est un communiqué qui est pire que pire. Donc il dit que c'est pas ça, j'imagine, mais il explique plus en détail. Certaines prises de parole publiques ont suscité des tensions sur les réseaux sociaux et exposé plusieurs membres de nos équipes à des réactions inappropriées. Par ailleurs, certains acteurs extérieurs à notre coopérative semblent chercher à exploiter cette situation pour fragiliser ce que représente le média dans le débat public et la bataille culturelle. Ok, bon, ça c'est pas clair. Ah, il dit, bah oui, je quitte chronique et salaire sans raison. Sarcastiquement, d'accord. Donc il y a une raison pour laquelle Mourad Guichard a voulu se casser du média, mais on sait pas c'est quoi la raison. Je comprends rien. Hein. Il veut pas en parler publiquement, genre? C'est la ligne au-dessus. Attaché au principe de confidentialité qui encadre les relations au travail, le média ne fera pas d'autres commentaires à ce stade. Mourad ne peut rien dire. Bah, je pense que s'il voulait, il pourrait en parler, quoi. Il est probablement en discussion avec ses avocats pour porter plainte contre l'ancien employeur, donc pour l'instant, il va rien publier. Bon, je comprends absolument pas. Hein. Il n'y avait pas eu aussi des échanges avec Théophile Kouamouo sur Twitter, j'avais cru voir passer ça. Kouamouo, attends, pardon, peut-être j'ai mal dit son nom de famille, je me souviens plus. Kouamouo, pardon. Kouamouo, il a dit...
crois que récemment, j'ai vu des débats Twitter où il avait contredit des gens. Théophile, il a dit que c'était des histoires de racialistes. Comment ça? Il y a un article Medium de Kwamuo. Le problème racial des médias de gauche. La preuve par le média. Le sujet sur lequel j'alerte depuis des années. Les problèmes raciaux récurrents dans les médias français, y compris dans les médias de gauche et aux médias, suscitent surtout une étrange indifférence, parfois une gêne. Donc Kwamuo explique qu'il y avait du racisme au sein du média. Pas impossible, hein, évidemment. Alors, pour mesurer cette anomalie, il suffit d'un exercice simple. Imaginons un instant que dans une rédaction du Figaro ou de CNews, des journalistes accusent certains de leurs collègues de racisme anti-blanc, sans la moindre preuve. What the fuck? Imaginons aussi que dans cette même rédaction, le seul journaliste étranger employé de façon stable soit mis à la porte quelques mois avant l'expiration de son titre de séjour, après avoir subi humiliation et maltraitance. Après, Kwamuo a été viré à la suite d'affaires de harcèlement. Pas sûr qu'il soit objectif dans l'histoire, lui. C'est quand même un sacré bordel. Qu'est-ce qui se passe dans ces collectifs? Genre comment? En fait, j'ai l'impression à chaque fois, il y a genre des personnes horribles dans les groupes qui sont censés être progressistes. Il y a des personnes horribles qui font tout foirer, qui commencent à être désastreux politiquement sur tel truc. Et tout le monde s'attaque, tout le monde commence à se détester. C'est le milieu des médias qui a l'air horrible. Ouais, c'est chaud quand même, hein? C'est chaud. Les boutiquiers sont tous virés du média et tant mieux. Non mais on peut pas affirmer ça parce que là on comprend absolument pas qui a raison, qui a tort. Tu vois même Kwamuo, il va pas apporter des preuves de ce qu'il dit. Enfin, c'est totalement possible qu'en effet il y a des personnes qui ont été racistes envers des personnes racisées non blanches au sein de l'équipe du média. Mais du coup, comment on peut savoir, comment on peut nous, public, démêler le vrai du faux? T'as les anciens du média qui défendent Moumou, t'as les actuels du média qui disent que tout va bien, on comprend absolument rien. Ouais, bah ouais, je comprends pas. Surtout toutes les personnes dans cette situation font pas vraiment genre... Normalement t'arrives, tu fais une vidéo YouTube pour expliquer tout ce que t'as subi, tout ce qui s'est passé, qui a fait quoi, tu cites des noms, tu dis des trucs précis, parce que sinon on peut pas trop capter quoi. La presse progressiste s'en emparait immédiatement. Les syndicats de journalistes montraient au créneau, à juste titre. Mais lorsque les situations comparables se produisent dans des médias se réclamant de la gauche, le silence devient soudain la règle. Bah non, en fait, faut surtout pas être silencieux. S'il y a eu des accusations de racisme anti-blanc premier degré sans apporter la moindre preuve, bah tu dénonces la personne qui l'a fait et tu dis en fait cette personne est un connard parce qu'il a dit que je faisais du racisme anti-blanc alors que j'en faisais pas. C'est hyper suspect, c'est désastreux politiquement et tout, tu nommes la personne et comme ça, il n'y a pas d'omerta ou de silence étrange autour de ça, genre je comprends pas. En fonction des contrats, des fois tu peux pas, je crois. Non, je crois que tu peux dénoncer ça si tu veux en fait, en vrai. Pourquoi le silence devient soudainement la règle? Parce que cela obligerait à poser une question embarrassante. Comment se fait-il que les médias dits progressistes soient eux aussi presque entièrement blancs? Quels mécanismes sociaux rendent possible cette homogénéité? J'aimerais que ce débat existe, mais je me fais peu d'illusions. Ouais, évidemment, c'est le cas. Et évidemment, ça s'explique par plein d'explications socio-économiques très basiques. On vit dans une société systémiquement raciste. Les personnes qui sont le plus légitimées à pouvoir prendre la parole publiquement sur des sujets de société, des sujets médiatiques, des sujets de politique, etc., sont avant tout des personnes racisées blanches. Parce que les personnes racisées non blanches se prennent 1000 fois plus de critiques, d'attaques, de haine, de délégitimation de leurs paroles pour qui ils sont, vu qu'on est dans une société raciste en fait, donc oui. Je ne crois pas qu'un contrat de travail peut interdire à quelqu'un d'être muet, tu veux dire imposer à quelqu'un d'être muet face à des cas de racisme ou de harcèlement, bah non. C'est Bolloré qui fait signer des contrats de non-attaque de l'ancien employeur, bah... Je sais pas, au bout d'un moment, faut expliquer ce qui se passe dans ton truc, quoi. Moumou a participé avec Paul Hellec au licenciement de Kwamuo aux médias. Maintenant, j'attends la réaction de l'un ainsi que de l'autre, d'où l'intérêt de se blinder pour éviter le phénomène des hommes providentiels. Non, mais il y a dû avoir des trucs désastreux en coulisses qu'on connaît pas, quoi. On doit avoir genre 5% des infos de ce qui s'est passé pour qu'ils se déchirent à ce point-là. C'est un peu bizarre du coup de penser que quand on voit un plateau dans, tu sais, le plateau, le média là dans leurs locaux, et ils sont tous autour en train d'avoir une discussion sur l'actu et tout. Peut-être que 10 minutes avant de lancer le live, ils étaient tous en train de se hurler dessus et d'être méga toxiques les uns envers les autres. Genre, c'est hyper bizarre en fait. Alors, j'aimerais que ce débat existe, mais je me fais peu d'illusions. Si je prends aujourd'hui la plume, c'est au moins pour une raison. Que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas. Ce texte vise donc à rendre public ce que j'appelais le scandale Le Média contre Fabrice Wimo.
Donc Fabrice Ouimeau était aussi un journaliste sur le média. Oui, il avait quoi comme émission? Oh mon Dieu, quand je tape dans Google, un des premiers articles qui arrive, c'est un article Frontière. Le journal Le Média accusé de racisme structurel envers Fabrice Ouimeau. Donc oui, Fabrice Ouimeau, on a regardé beaucoup de contenu de lui en stream. Il avait une émission, voilà, il faisait l'actu, décryptage de l'actu sur un tas de sujets sur le média, d'accord? C'est pas le seul moment de... Alors, attends. Le scandale Le Média contre Fabrice Ouimeau. Mais cet article, il date de quand? Il y a 4 jours? Ah ouais, c'est méga récent. Attendez, je pensais que c'était plus vieux que ça. Au moins, BPT est toxique avec toi en live. Oui, c'est vrai. Après, ça a l'air d'être à peu près 1% de la toxicité du média. Mais non, il est pas toxique avec moi. Quamo, je me rappelle quand ils avaient viré Denis Robert, il l'avait accusé d'être raciste contre lui. Mais finalement, ils ont perdu contre Denis Robert. Il y a eu un procès et ils ont perdu en justice contre Denis Robert. Oh, what the fuck? Comment fonctionne le média? Ah, peut-être on va enfin pouvoir comprendre en fait. Le média est organisé sous la forme d'une SKIC. Pourquoi ils font toujours des SKIC et pas des SCOP? C'est ça que je me pose comme question. 4 collègues y siègent au conseil de surveillance. Les salariés, 40% des voix. Les sociétaires, 40% des voix. Les bénévoles, 10%. Les partenaires, 10%. Ok. Mais les sociétaires, c'est les sociaux? Comment ça marche? Traditionnellement, les salariés choisissent les membres du directoire. Le conseil de surveillance peut ensuite révoquer ce directoire si un membre du collège des salariés et un membre du collège des sociétaires en font la demande. C'est exactement ce qui se produit au début de l'année 2025. Ah, le conseil de surveillance a choisi de révoquer le directoire début 2025. Des représentants du personnel instrumentalisent alors les griefs d'une salariée racisée contre l'ancien directoire pour déclencher la procédure de révocation. Wow. Mais tout ça, c'est juste la version de Quamo, donc on dirait qu'il y a on dirait vraiment qu'il y a des courants internes et des désaccords. Bon, c'est... La crise interne est immédiate. À l'époque, en tant que rédacteur en chef et ancien de la rédaction, je plaide pour suspendre cette procédure. Elle est inutile. Le renouvellement du directoire doit avoir lieu 2 mois plus tard. Mais rien n'y fait. Un membre du collège des sociétaires qui avait été suspendu. Donc Quamo, il était rédacteur en chef et ancien de la rédaction, donc lui était plutôt en position de pouvoir hiérarchiquement. Donc lui, il était membre du directoire? Salut BPT. En fait, on comprend pas. Pourquoi il dit pas s'il est... Est-ce que rédacteur en chef, tu fais partie du directoire si t'es... J'ai jamais été toxique avec ce gros compte Mulch. J'essaye de comprendre du coup. Est-ce que le directeur, est-ce que le rédacteur en chef est membre du directoire aux médias? Quelqu'un peut me répondre ou pas? Il a été viré pour les histoires de management, de harcèlement, si je me souviens bien. On peut pas juste avoir un organigramme, genre, ça existe pas? Ok, donc il voulait suspendre la procédure de révocation du directoire. La procédure est inutile parce que ça va être renouvelé. Rien n'y fait. Un membre du collège des sociétaires qui avait été suspendu du forum interne pour avoir harcelé le responsable de la communauté. Mais juste donne des noms en fait, donnez des noms, on comprend rien à votre langage là, on ne comprend rien. Qui est cette personne? De qui tu es en train de parler? Qu'est-ce que la personne a fait? Un membre de ce truc-là a harcelé un autre membre de ça. On sait pas qui c'est, on sait pas qui a été harcelé, on comprend rien. Les SKIC permettent justement d'avoir plus de financement. Une SCOP se focus sur les salariés et ne favorise pas les investisseurs extérieurs, notamment les abonnés du média qui dans la SKIC sont aussi propriétaires du média. Alors déjà, dans une SCOP, t'es pas obligé d'avoir 100% des parts détenues par les salariés. Ok, je crois si je me souviens bien, c'est genre 60 ou 65% minimum de la propriété qui doit être détenue par les salariés eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes. Donc techniquement non, c'est pas 100%. Et deuxièmement, pourquoi il y a besoin que des investisseurs ou des acteurs extérieurs aux salariés détiennent la boîte en fait? Pourquoi ça serait nécessaire? Ils ont une chaîne d'1 million d'abonnés. Normalement, ils peuvent être financés par leurs viewers, exclusivement. Moi, j'essaye de capter, hein. Moi, j'ai jamais vraiment compris leur modèle de médias et tout, leur modèle de financement. Genre, ok, vous allez me dire, tu peux pas comparer avec toi, Mulch, parce qu'eux, ils ont besoin de beaucoup plus de moyens, ils ont des locaux, ils ont un loyer à payer pour leur local, ils ont plein de salariés à payer et tout. Bien sûr, c'est une autre échelle, mais techniquement, moi, par exemple, comment ça fonctionne? Moi, je suis tout seul. Maintenant, je rémunère Choum pour faire le montage également. Et je suis entièrement financé par les gens qui regardent le contenu, en fait. Ils font des dons librement et je fais des appels aux dons. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas, vous avez le QR code à l'écran si vous voulez aider cette chaîne et ce média sur lequel je stream. Mais c'est ça le modèle de financement. C'est entièrement financé par le public.
Je fais pas de partenariat avec des marques, je fais pas des pubs pour des produits de merde et tout, pour essayer de manipuler mon audience pour avoir un peu plus de moyens et plus d'argent. Je le fais pas, je refuse de le faire. Je crée pas une entreprise où je cède 60% des parts à un actionnaire extérieur qui va pouvoir récupérer de l'argent si jamais le truc est rentable ou je sais pas quoi. Donc, pourquoi le média pourrait pas fonctionner comme ça, sachant que moi, ça marche pour le moment plus ou moins. Genre, j'arrive à survivre en tant que chaîne, en tant que média. Bon, même si je roule pas sur l'or, très très loin de là, mais j'arrive à vivre. Genre, j'arrive à payer mon loyer, payer ma nourriture et tout, rémunérer une personne pour faire le montage et tout. J'ai 7000 abonnés. Ce modèle économique-là marche pour moi. Je suis une personne toute seule. Il y a 7000 abonnés sur la chaîne. Les segments de la chaîne, quand je les poste, ils font entre 1000 et 20 000 vues, on va dire. Plus souvent proche de 1000 que de 20 000 vues. Le Média TV ont 1 million d'abonnés. C'est censé être fois 100 par rapport à ma taille. En termes de vues, en termes d'audience, quoi. Donc, si t'as 100 fois plus d'audience, t'as 100 fois plus de moyens. Avec ce même modèle-là, sans avoir recours à des investisseurs extérieurs, sans avoir recours à des partenariats avec des marques, sans avoir... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est ça que je comprends pas. Après, vous allez dire, oui, c'est peut-être pas fois 100, parce que peut-être mon public a un attachement vous avez peut-être un attachement particulier à moi, et donc vous faites peut-être plus de dons proportionnellement à la taille du public. Donc, ok, peut-être vous divisez par 2, donc c'est peut-être 50 fois plus de moyens, mais même avec 50 fois plus de moyens, ils peuvent payer le nombre de salariés qu'ils ont, ils peuvent payer le loyer de leur truc, leur matériel et tout. Si je fais vite fait un calcul économique de tête, normalement, ça marche, quoi. Donc, bon. Spoil, le gars fou de l'après, cut machin, il était aux médias. Quoi? Cut the il était aux médias? Attends, c'est une vraie info, ça? T'as la source de ça? Quoi? Comment vous savez ça? What the fuck? Oui? Ah ouais, d'accord. Je l'ai connu comme ça. D'accord, ok. Je parle à des personnes dans le chat qui sont renseignées. Il est connu sur Facebook. Peno Coberta, calme-toi. On est en train de lire l'article, on va aller jusqu'au bout. Il harcelait Denis Robert pour l'empêcher de créer Blast. Je crois que c'est lui. Quoi? Et maintenant, il est à l'après? Ok, non mais là, il faut faire un organigramme. Là, ça a l'air incroyable. Serge Victor, machin. Attends. Mus, si tu lisais le chat YouTube, tu le saurais depuis une semaine. Après, si je lisais le chat YouTube, ma santé mentale se serait largement dégradée. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat YouTube? Tu m'as dit ça quand? Je le sais parce que je suis socio. Ok, il y a plein de personnes qui sont renseignées apparemment. Le mec était sur ton Twitch quand tu parlais de ta purge, qui disait que t'avais menti sur tes revenus et tout, c'était lui. Ok. Cut the aka Serge Victor sur le forum du média. Mais peut-être c'est à cause de lui que le média arrête pas d'être désastreux. Peut-être c'est lui la source de toute la toxicité. Il est très connu sur les réseaux, c'est un harceleur. Bah ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. N'oublions pas Thomas Dietrich. Ouais, Thomas Dietrich, c'était incroyable. J'ai toujours pas compris pourquoi il a été... pourquoi il est plus aux médias. Personne n'a jamais compris pourquoi il avait été sorti après avoir prêté du fric pour sauver le média. Thomas Dietrich a été purged aussi? C'est un mec de l'après-Pantin? Il y a quand même un truc structurellement à le média où toutes les personnes les plus basées se font virer quand même, on va pas se mentir. Hein. Un membre du collège des sociétaires qui a été suspendu du forum interne pour avoir harcelé les responsables de la communauté. Donc apparemment ça serait Cut the le mec horrible qui est maintenant à l'après. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Un membre du collège des salariés appartenant au même syndicat que les représentants du personnel déclenche la procédure en pleine réunion. Le directoire finit par démissionner, donc il faut en élire un nouveau. Lors de l'Assemblée générale, une représentante du personnel propose alors une solution. Élaborer collectivement un programme commun qui servirait de feuille de route au futur directoire. En tant que rédacteur en chef, je propose que les journalistes disposent de demi-journée pour y travailler. Mais est-ce que c'est lui aussi qui a été raciste ? Est-ce qu'il y aura à un moment les Media Files où on connaîtra le fin mot de l'histoire en détail sur ces trucs-là, mais avec des noms, des organigrammes, des explications claires et que ce soit pas genre des vague tweets à chaque fois ? Première manœuvre discriminatoire, exclure les journalistes noirs. Très vite, les engagements pris sont abandonnés. Une partie des salariés décide finalement de rédiger ce programme commun en secret, en cooptant certains collègues et en excluant d'autres. La géographie de ces exclusions est frappante. Les 3 journalistes noirs de la rédaction en font partie. L'un d'eux, Fabrice Ouimeau, est brièvement sondé pour savoir s'il accepterait d'être candidat au directoire. Mais dans quelles conditions, avec qui, sur quel programme, faute de réponse, il refuse. Il est alors immédiatement écarté. Cette technique a un nom, le tokenisme. On exhibe une personne racisée pour donner une caution morale à un projet sur lequel elle n'a ni prise ni visibilité. Fabrice refuse ce rôle.
Avec 2 collègues dont une salariée racisée, il décide alors de présenter une liste concurrente à celle soutenue officieusement par le syndicat majoritaire. La liste obtient près d'un tiers des voix. Fabrice vient de signer son arrêt de mort professionnel. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît une confusion durable entre le syndicat majoritaire et le nouveau directoire, au bénéfice d'un clan manifestement incapable de recruter au-delà de son noyau dur, largement blanc, dans un média qui se présente pourtant comme un symbole de diversité. Fabrice Ouimo est camerounais. Journaliste depuis 2010 dans son pays, il arrive en France en 2015 après avoir réussi le concours ESJ Lille. Il commence à travailler aux médias en 2023 comme pigiste régulier, présentateur et chef d'édition. À la rentrée 2024, le projet télé du média s'accélère, 2 grands directs quotidiens sont lancés. Rédacteur en chef depuis plusieurs années, je demande alors à être déchargé de la supervision du pôle actualité. Fabrice est choisi pour me succéder, ses compétences sont évidentes. Mais le directoire décide de l'embaucher en CDD. La situation est étrange. Les 2 autres chefs de service, français et moins expérimentés, sont en CDI. Je convainc pourtant Fabrice d'accepter. Le directoire nous assure que ce CDD est provisoire et qu'il sera transformé en CDI à son expiration. Bah pourquoi pas juste faire un CDI direct alors ? Quelques mois plus tard, tout semble confirmer cette promesse. Les financements sont sécurisés, le projet télé se développe. Les membres du directoire répètent que le CDI sera signé. Ils savent une chose essentielle, le titre de séjour de Fabrice expire peu après la fin du contrat. Oh les Attends, ils l'ont pas pris en CDI ? Alors que les autres sont en CDI ? Attends, ça c'est une dinguerie en vrai. Ça c'est une dinguerie. Mais c'est qui ces gens du média en fait dont on parle ? Pardon, je vais... Juste le média TV. On doit avoir la liste quand même des salariés quoi. Sur Wikipédia, il y a écrit que les présidents du média c'est Khadija Gebrani, Bertrand Bernier et Thibaut Sang. On connaît ces personnes ? Est-ce que ces personnes apparaissent face cam ? Je sais pas si j'ai déjà vu cette personne. Tu m'entends bien ? Vas-y. Les sociaux engagés du média TV. En fait, il y a tout un lore à creuser. Je sais pas quoi dire. Ce midi, j'ai découvert un petit resto africain grâce à Nico. C'était trop bon. J'ai mangé un mafé comme toi. On était à la même table. L'envers du média, il y a une chaîne... Waouh. En fait, c'est un énorme truc. Je suis Khadija Gebrani et j'ai 38 ans. Je suis responsable administratif aux médias. Ça veut dire que je m'occupe de la gestion financière, de la gestion administrative et des ressources humaines. Et depuis le mois de juillet, membre du directoire avec Thomas Dietrich et Bertrand Bernier. C'est la gestion des ressources humaines et de travailler en équipe, fonctionner avec l'équipe, créer une cohésion d'équipe, tout ce qui est lié à l'humain. Les fins du mois. Bah, ça a pas l'air de marcher très bien, quoi. Je sais pas de... Ouais, Ok. Alors, attends, on va reprendre l'article, hein. Attends, Bertrand Bernier. Vous m'avez dit, il y est depuis le début, Bertrand Bernier ? Il doit faire partie des gens dont parle Kwamo, non ? Du coup. Bertrand Bernier, directeur de production Le Média TV. Je sais pas trop si c'est une personne qui apparaît face cam ou pas. Il est là depuis Denis Robert, en tout cas, d'accord. Je viens d'arriver, vous avez regardé le reportage du média sur la campagne de Paris. Alors en fait, là, on est dans une parenthèse. On a regardé le truc du média. Après, on s'est demandé, attends, c'est bizarre, le média, on dirait qu'il se droitise au fur et à mesure. Et après, les gens commençaient à parler dans le chat des dramas, le média. Et du coup, je me suis dit, attends, mais moi, je suis curieux, en fait, de comprendre ce qui se passe dans ce média. Donc, on va creuser un peu. Et là, on est en train de creuser, en gros. À l'époque, il défendait Kwamo contre Denis Robert, donc j'ai du mal à suivre, lol. Ok. La directrice administrative est en arrêt maladie depuis des mois d'après un post sur Twitter. Ok. Les sociaux engagés aussi se sont fâchés entre eux, Serge Victor, Michel je sais plus quoi et Antoine. C'est vraiment baron noir, ils se trahissent tous les uns les autres. En fait, on comprend pas du tout ce qui se passe. Ok, attends, le truc du titre de séjour, par contre, ça c'est une dinguerie. Une éviction programmée. Fabrice demande alors la requalification de son contrat en CDI, ce qu'exige le droit et la jurisprudence. Pendant des semaines, le directoire ne répond pas. Dans le même temps, une pétition interne est lancée pour soutenir sa situation. Elle est massivement signée par les salariés racisés, par des pigistes et par des stagiaires. Mais un noyau dur refuse catégoriquement de s'y associer. Les représentants du personnel issus du syndicat majoritaire, mais en fait, on dirait que c'est une boîte avec genre 1000 personnes à ce stade. Genre, je sais pas, ils ont plusieurs syndicats et tout, c'est... Waouh. Ils auraient peut-être dû faire une SCOP dès le début, non ? Est-ce que dans une SCOP, t'as des syndicats ? En fait, je pense qu'il y a pas est-ce qu'il y a vraiment une démocratie interne aux médias ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de démocratie interne aux médias ? Ils sont en conflit avec la CGT du média ?
Les représentants du personnel issus du syndicat majoritaire et les autres membres et sympathisants de cette section syndicale, donc il y a un sorte de noyau dur syndical et tout, ça encore une fois c'est la version de Kouamouo, hein. Peut-être qu'il n'y a pas tout qui est vrai là-dedans. Non seulement ils refusent de signer, mais ils prennent l'initiative d'aller consulter sans l'accord de Fabrice des membres de l'association des journalistes antiracistes et racisés de la CGT Travailleurs étrangers. Ce type de pratique porte un nom, le fraternalisme, parler à la place des concernés pour mieux neutraliser leurs paroles. What? Attends, le noyau dur qui s'oppose à mettre en CDI Fabrice sont allés voir une association de journalistes antiracistes et racisés de la CGT Travailleurs étrangers, et ça c'est un problème. Mais c'est pas ça le problème c'est qu'ils refusent de lui donner un CDI, non? Est-ce que ça c'est un problème? Je sais pas, je comprends pas trop l'argument. L'objectif est simple, trouver des éléments de langage permettant de justifier l'injustifiable. Virer Fabrice en sachant que la justice condamnera. L'affaire finit par remonter jusqu'au fonds de dotation pour une société solidaire, gros soutien financier du média. Mais tu vois, ça, c'est quoi ça? Genre, c'est quoi ces fonds de... Ils peuvent pas être financés juste parce qu'ils ont 1 million d'abonnés, ils ont plein de viewers, ils font du bon contenu, leur truc qui marche et tout, donc ça suffit pour payer tout le monde et payer tout ce qu'ils doivent payer. Donc il y a un fonds obscur qui commence à s'intéresser à ça. Gros soutien financier du média. L'un de ses membres, ancien conseiller prud'homal, examine le dossier. Sa conclusion est claire. Au regard des bulletins de paye et de la continuité de la relation de travail, Fabrice est en CDI de fait. Ah d'accord, donc ce truc-là prend position pour le fait qu'il est en CDI de fait. S'il saisit les prud'hommes, le média perdra. Sous pression, le directoire propose alors une transaction. Fabrice obtiendra un CDI en octobre 2025 à condition de renoncer à sa prime de précarité, de s'engager au silence, de renoncer à toute poursuite judiciaire. Autrement dit, accepter l'injustice en échange d'une promesse d'avenir. Hein? S'engager au silence sur quoi? Sur le fait qu'il est en CDD? Pourquoi il devrait pas en parler? C'est pas un problème d'être en CDD. Enfin, what the fuck? Je sais pas, les gens, je sais pas. Est-ce que vraiment la version de Kouamouo, elle est fiable, hein? Là, je comprends vraiment pas cet article. Donc finalement, on lui a proposé à Fabrice un CDI, mais il a refusé parce qu'il y avait des conditions inacceptables pour lui, d'accord? Pour un journaliste étranger dans un secteur sinistré, la pression est évidente. C'est un moyen de pression de lui proposer un CDI avec ces conditions-là. Ouais, peut-être. Ouais. L'acharnement, la suite est encore plus brutale. Après la fin de son CDD, je propose de continuer à faire travailler Fabrice comme pigiste. Le directoire m'envoie alors un mail furieux. Il m'interdit explicitement de lui confier la moindre pige. Attends, donc Kouamouo, lui, il veut que Fabrice soit pris en CDI, mais il lui propose d'être pris dans un autre statut que le statut CDI en tant que pigiste. Ça n'a aucun sens. Pourquoi pas essayer de le prendre en CDI à la place? Donc attends, le directoire lui dit interdit de lui confier la moindre pige. Ah ouais, donc eux par contre, ils sont en mode Fabrice peut plus travailler pour nous du coup. C'est une décision sans précédent dans l'histoire du média. Puis un ultimatum est posé. Si Fabrice accepte de travailler avant octobre, la promesse de CDI sera annulée. Attends, n'accepte pas de travailler avant octobre, non? Tu peux pas faire un point, on comprend absolument rien, MDR. Non mais c'est pas de ma faute qu'on comprenne rien, c'est parce que tout ce qu'il raconte n'a aucun sens. Après 5 mois de PJ, ça se transforme automatiquement en CDI. Si Fabrice accepte de travailler avant octobre, la promesse de CDI sera annulée. Donc s'il accepte de travailler pour le média, on va refuser de le prendre en CDI. Donc pour être pris en CDI, il doit refuser de travailler. Quelqu'un comprend en fait? Là, je suis désolé, je suis perdu. Hein. S'il accepte une pige, ils lui refuseront le CDI qu'il a refusé vu les conditions. Donc eux, ils veulent absolument... Donc le directoire, le noyau dur là, dont parle Kouamouo, eux veulent absolument qu'il soit pris en CDI, mais surtout qu'il accepte les conditions de genre ne pas porter plainte, s'engager au silence, on sait pas trop sur quoi du coup, sur... Ah attends, s'engager au silence sur le racisme. Imaginons que des journalistes accusent certains de leurs collègues de racisme anti-blanc, sans la moindre preuve. Imaginons aussi que dans cette même rédaction, le seul journaliste étranger employé de façon stable soit mis à la porte quelques mois avant l'expiration de son titre de séjour, après avoir subi humiliation et maltraitance. Donc selon Kouamouo, Fabrice Ouimo a subi des humiliations et des maltraitances, et en gros, le média on dit non mais vas-y, on te donne le CDI, mais tu dois renoncer à en parler de ce que tu as subi, quoi. Moi c'est ça que je comprends. Parce que le CDI ne commence pas tout de suite après la fin du CDD. Mais pourquoi ils ont mis une période entre le CDD et le CDI? Alors que le mec, il a besoin d'avoir le renouvellement de son titre de séjour, donc il lui faut 1 an, il faut qu'il soit employé. J'ai l'impression que ce noyau dur que décrit Kouamouo, en effet, fait n'importe quoi et ont l'air d'être horrible.
Mais bon, c'est un peu dur de comprendre, parce qu'en plus, là, le truc est pas très rédigé, pas forcément de façon très claire. L'acharnement. La suite est encore plus brutale. Après la fin de son CDD, je propose de continuer à faire travailler Fabrice comme pigiste. Ah non, j'ai déjà lu ça, pardon. Donc, si Fabrice accepte de travailler avant octobre, la promesse de CDI sera annulée. Traduction. Accepte de rester sans revenu pendant des mois. Ou renonce à ton avenir parmi nous et au CDI qui te permettra de renouveler ta carte de séjour. BPD, j'aimerais bien un jour comprendre 1% de ce qu'il se passe aux médias depuis le début. Oui, c'est quand même très très étrange. Finalement, quelques jours avant la signature de l'accord, le directoire fait volte-face et refuse de signer. Motif invoqué, Fabrice ne se serait pas opposé publiquement à ce que je dénonce les injures qu'il a subies de la part d'un chroniqueur proche du directoire. Les gens, je vais devenir fou en fait. Cette phrase me rend fou. On comprend pas. Genre, je veux juste donner des noms en fait, s'il vous plaît. Quoi ? Non mais laisse tomber. Non mais t'essayes de creuser le truc et tu ressors plus confus que quand t'as commencé. Donc ce noyau dur, il voulait que Fabrice Ouimeau s'oppose publiquement au fait que Kouamouo a dénoncé les injures qu'il a subies de la part d'un chroniqueur proche du directoire. Donc en gros, en gros je comprends. C'est en gros, Fabrice Ouimeau, on lui demande de se désolidariser de Kouamouo. Mais du coup, on sait pas trop si Kouamouo, il a fait des trucs problématiques ou pas. Et du coup, la personne qui a subi des insultes, qui a subi l'accusation d'être un raciste anti-blanc, c'est Kouamouo, j'imagine. Parce qu'il a dit quelqu'un l'a subi, quelqu'un. Mais du coup, c'est Kouamouo ou Fabrice Ouimeau ou c'est une autre personne, on sait pas. Mais je vais partir du principe que c'est Kouamouo, du coup. C'est ça, les injures. L'injure il a subi l'injure qu'on lui a dit t'es un raciste anti-blanc. Alors que non. Kouamouo, il avait aussi accusé Paul Hellec de racisme contre lui. Non mais... Attendez, est-ce que vous avez le même de tout le monde qui tire sur tout le monde, là ? Je l'ai pas. Bon. Bad Mulch. L'histoire, c'est un coup de fil de Paul Hellec à Fabrice Ouimeau qui le traitait d'incompétent. D'accord, donc il y a juste des versions... Ouais, Spider-Man, le même Spider-Man. Donc en gros, c'est genre il y a 18 000 versions et on sait pas du tout laquelle est vraie. Kouamouo, Paul Hellec de gauche radicale mais méprisant avec le petit personnel noir de Le Média. Allô Fabrice, ouais c'est Paul, c'était juste pour parler de ton incompétence, si tu peux me rappeler. Ok, on a juste un clip audio. Donc attends, on est carrément au stade où genre Kouamouo enregistre les appels de Paul Hellec et les balance sur Twitter. J'avais pas du tout vu ça, c'était quand ça ? Juillet 2025 ? Ça prouve rien ça ? Ouais, on sait pas trop dans quel contexte c'est mais... Allô Fabrice, ouais c'est Paul, c'était juste pour parler de ton incompétence, si tu peux me rappeler. Mais désolé, mais si c'est genre une personne qui genre dit c'est un peu incompétent, ce que t'as fait là c'est de l'incompétence et tout, c'est un peu violent. J'avoue dans un environnement de travail de le dire aussi explicitement comme ça quoi. Après si tu trouves une personne incompétente et tu veux lui expliquer, je pense que tu devrais faire ceci, cela pour que le travail dans cette entreprise soit meilleur. C'est pas ça, c'est pas du racisme, genre je sais pas trop pourquoi Bon, on comprend rien quoi. C'est pas boring as fuck ? Ouais, c'est boring as fuck, ouais. C'est un peu genre OSEF, mais bon. D'accord, mais est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de... En fait, de petit personnel, il s'agit du chef de service sous lequel il travaille. Pourquoi il peut le harceler ainsi par message audio, puis par des messages écrits successifs suite à une frustration de ne pas avoir été booké ? Mépris racial et certitude d'impunité. Désolé, mais Kouamouo a l'air d'être assez catastrophique dans cette histoire. Genre Kouamouo, si t'as subi du racisme, dis clairement quel est le racisme que t'as subi, qui l'a fait, pourquoi c'est des vague tweets, c'est des vagues posts sur Medium, et au final la preuve que tu sors c'est quelqu'un qui a dit que c'était incompétent, ce qui est pas raciste. Ou alors on n'a pas toutes les datas, ouais mais peut-être on n'a pas toutes les datas, mais dans ce cas-là il a qu'à donner les datas, il est capable de balancer publiquement un enregistrement audio de Paul Hellec enregistré à son insu, j'imagine, ou c'est un truc de répondeur. Il y a encore des gens qui laissent des messages vocaux en 2025 sur les répondeurs. Ok. Kouamouo, qui, il faut le rappeler, a défendu mordicus la présence de Françoise Degois dans le média. Vraiment ? Quoi ? Attends. Est-ce que c'est une info de chat, ça, ou est-ce que c'est vrai ? Oh mon Dieu. Oui, pardon, on va revenir sur les municipales. Là, on s'est complètement écarté totalement, mais... Depuis qu'il n'y a plus Kouamouo aux médias, il n'y a plus Degois, c'est factuel. En fait, le problème au départ, c'est que Françoise Degois a poussé pour une émission Au coin du feu avec Hollande et Jean Massier. L'info me plaît, donc elle est vraie. C'est des bails interpersonnels, ouais, ça a l'air d'être full interpersonnel, mais après, c'est genre accusation de racisme, et c'est peut-être vrai, mais du coup, on n'a pas les preuves, donc on comprend pas, bon.
La logique est limpide, Théophile égale Fabrice, ces gens-là sont les mêmes. Si l'un doit partir, l'autre aussi. Un problème structurel, je pourrais raconter d'autres épisodes, mais revenir sur ces violences est épuisant. Je veux juste dire ceci, aujourd'hui aux médias, les procédures disciplinaires sont co-gérées par le directoire et les représentants du personnel du syndicat majoritaire. Cette collusion crée un système fermé. Lorsque Fabrice a été insulté par un chroniqueur, le directoire a pris la défense de ce dernier, a contraint Fabrice à retravailler avec lui et a refusé toute sanction. Mais est-ce que c'est genre, t'as été incompétent? Est-ce que c'est ça enfin, c'est quoi insulter? La question que les médias de gauche doivent affronter. Comment on peut se dire de gauche et continuer de soutenir une organisation qui fonctionne de cette manière? Une organisation capable de broyer des destins tout en sachant qu'elle sera condamnée au prud'homme, condamnation que paieront au final les sociétaires et les donateurs. Une organisation consciente de ses biais raciaux qui a blanchi en quelques mois le directoire et l'encadrement de la rédaction. Depuis des années, nous, les non-blancs, portons dans nos médias cette dénonciation presque seule. Mais en fait, tu peux pas nous expliquer c'est quoi le propos raciste et c'est qui l'a dit? Nous sommes fatigués de constater que les seuls qui nous écoutent et nous comprennent sont quasi systématiquement les personnes racisées. Où sont les blancs? Pourquoi détournent-ils le regard? Enfin, moi je suis une personne racisée blanche, j'essaie de comprendre la situation. La réalité est simple, les médias de gauche ont un problème racial, le média a un problème racial, il est temps de le regarder en face. D'accord? Bah ok, donc quand on aura une preuve de racisme, on en reparlera, mais on comprend pas du coup sur quoi ça se base. Ça c'est quoi? FO le média. Compte de la section syndicale Force ouvrière le média. Opacité, collusion, discrimination, le directoire s'enfonce. Hâte le média vacille. Depuis des mois, nous alertons sur la dérive autoritaire, clanique, opaque du nouveau directoire. Les faits récents confirment et aggravent ce que nous dénonçons. La gouvernance actuelle du média s'exerce sans transparence, sans contre-pouvoir réel et au mépris des règles les plus élémentaires de fonctionnement démocratique. Une succession verrouillée dans l'opacité. Le 3 octobre 2025, une membre du directoire a démissionné. Il n'y a jamais les gens nommés, donc on comprend rien à ce qu'ils racontent, quoi. Il n'y a pas juste une personne qui peut sortir de tout ça et expliquer la situation. Ouais, genre s'il vous plaît, juste une personne du média qui arrête de faire des communiqués vagues avec un langage corporate et tout, et juste qui fait une vidéo face cam, genre lance un stream. Voilà ce qui s'est passé, je vous explique les 3 années aux médias et tout. J'ai vu à un moment, il y avait G1000, j'ai 1000 choses à te dire là. G1000, il avait fait un stream et il est arrivé, il a dit c'était horrible, le média, il y avait trop de toxicité et tout, moi je vais plus travailler avec ces gens. Mais pareil, lui il donnait aucun détail, on comprend rien ce qu'il a dit non plus. Après, je comprends que les gens veulent pas revenir sur des trucs qu'ils ont subis, ils veulent pas en reparler à nouveau, mais donc, du coup, nous, de l'extérieur, on comprend absolument pas ce qui se passe, quoi. Tiens, si tu veux une nouvelle couche de complexité, oh, c'est un rabbit hole interminable. Attends, on n'a même pas fini de lire le 18e communiqué du syndicat. Les 2 co-directeurs restants ont attendu plus de 4 mois pour proposer un nom au conseil de surveillance, lequel n'a pas davantage pris l'initiative d'assurer le respect des statuts et des obligations légales. Contrairement aux usages, aucun appel à candidature n'a été lancé. 10 jours seulement après la démission, une salariée racisée a adressé sa candidature par courriel. Elle a purement et simplement été ignorée. Un autre salarié racisé a également postulé. Il n'a obtenu une réponse qu'1 mois et demi plus tard. Est-ce que ça c'est Fabrice Wimo du coup, l'autre salarié racisé? En revanche, appelle une nouvelle candidate non racisée et membre du cercle d'amis des actuels membres du directoire. A-t-elle déposé sa candidature hors délai qu'elle a été choisie? Ce choix a été entériné sans débat par le conseil de surveillance. Ce feuilleton révèle une gouvernance fondée sur l'entre-soi, l'esprit de clan et des tendances discriminatoires graves qui ne peuvent pas être minimisées. Donc en gros là, ils sont clairement en train de dire ouais, vous acceptez que les blancs dans votre direction, quoi. Ce qui est possible, hein, c'est totalement possible. On est dans une société suprémaciste blanche avec un racisme structurel. Les entre-soi comme ça sont très communs, ouais, c'est possible. Il y a trop de groupes différents, MDR, mais ça le truc c'est on peut pas vérifier, de toute façon tout ça on peut pas le vérifier. BPT, mais il y a combien de gens aux médias? C'est pas des gens, il y a pas des personnes qui se connaissent et qui se parlent? Bah si, bien sûr. Le média ça a l'air d'être Sévrance à ce stade. Ouais, genre ils sont pas genre du même groupe à la base, genre ils s'entendent pas un minimum pour travailler ensemble. Ouais, c'est très ouais. Ouais, on dirait parfois que c'est des gens qui sont pas ensemble quoi, on comprend pas. Plot twist, le média, c'est en fait une tour de 60 étages à Paris. Non mais je comprends pas. En fait, ils auraient pas dû acheter des locaux énormes sur plusieurs étages. Ils auraient dû faire un truc petit, en un étage, avec tout le monde qui se connaît. Attends, c'était quoi la couche de complexité supplémentaire? Vu qu'on va plus jamais reparler de ça, on va aller jusqu'au bout du truc. Hein. Amina Kalash, qui est cette personne? Journaliste, réalisatrice, cultive ce qu'on lui reproche.
Mon absence à l'antenne est liée à un arrêt maladie qui dure déjà depuis 1 mois à cause d'un burn-out et des conditions de travail dans lesquelles j'étais. Cessons de minimiser les souffrances des collègues et de les nier, les miennes l'ont été. Donc ça, c'est une personne du média aussi. Camille Abderrahmane, total soutien à toi, Amina, Mou Guichard et Nadia Lazouni. N'hésitez pas si vous avez des informations importantes à partager. Vous pouvez compter sur moi pour les diffuser le plus largement possible. Merci pour ton soutien, Camille. Waouh, ça a l'air compliqué, hein. Il y a aussi ça. En fait, on comprend pas le noyau dur en question dont il parle. On comprend pas trop c'est qui. Ça serait bien d'avoir des noms, quoi. Genre, nous, on voit des vidéos, on s'attend pas à ce qu'il y ait un directoire, un conseil de surveillance, des candidatures internes. Genre, c'est complètement insane, non? Ouais, ça a l'air d'être vraiment tentaculaire, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un organigramme du média? Non, apparemment, personne ne peut l'avoir. C'est un secret. Combien de gigas, combien de téra pèse l'organigramme du média? Alors que depuis le début, ils auraient juste pu faire une scope et genre tout le monde est au même niveau hiérarchique, il n'y a pas de hiérarchie folle et tout le monde travaille et fait des vidéos. Et ils font des votes collectivement pour décider ce qui se passe. Un truc horizontal, quoi, non? Ça me choque le niveau de surmenage qu'il a l'air d'avoir vu le niveau de production des vidéos. Ouais, c'est genre, il y a un plateau, c'est une très bonne caméra, hein, bien sûr, c'est de la bonne qualité, il y a des inserts, ça prend beaucoup de travail à faire, je suis d'accord, mais bon, vu le nombre de salariés qu'ils ont, ça a l'air d'être faisable quand même, non? Avec des horaires raisonnables et tout. Peut-être qu'il y a des grosses inefficacités dans leur processus de production qui sont pas très bien gérés, quoi. Ils ont fait une scope. Non, ils ont fait une skik. On l'a vu au début de l'émission. Peno Coerta, on a lu. Ils ont besoin d'un psy, on dirait. Ils auraient dû garder Gérard Miller. Oh non, la catastrophe. Ouais, BBD, c'est à minuit, du coup, faut peut-être qu'on arrête de parler de ça, ouais. Vous pouvez ajouter à cette liste, alors attends, quelqu'un qui dit « Décidément, la liste s'allonge et sincèrement, ça pose question. Quand autant de salariés relatent de tels faits, c'est qu'il y a un sérieux problème. Vous pouvez ajouter à cette liste mon témoignage d'octobre 2025 après ma rechute en accident de travail suite à la dégradation persistante de mes conditions de travail. » Waouh, bon, ok, on va s'arrêter là. Hein. Bref, tout ça pour dire, ça a l'air d'être compliqué aux médias et j'espère que les gens qui font du bon travail et qui veulent sincèrement faire du contenu progressiste, basé et tout, s'il y a encore des personnes comme ça au sein du média, j'espère que ça va bien se passer pour elles et eux. Bref, on n'est pas plus avancé. Ouais, désolé pour le segment un peu inutile là pour le coup, mais bon. Je vous rappelle qu'à la base, on était juste en train de regarder la vidéo sur Paris, hein. Mais du coup là, on sait pas trop c'est quel bord du média qui produit ça. Est-ce que c'est le noyau dur qui est aussi responsable de la droitisation entre guillemets le média? Non, c'était marrant. Ouais, bon. 1. Réussir à enfin s'ancrer localement et 2. Construire un rapport de force avec les partenaires de gauche. C'est donc pour cela que le mouvement présenterait ses candidats face aux socialistes. Un avis partagé par Daniel Simonet. Je pense... C'est aussi ça le truc qui est triste, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous surmenés, qu'ils font des heures pas possibles, des conditions de travail très dures et tout. Et après, c'est pour produire un documentaire de 24 minutes qui est un peu nul, quoi. Désolé, hein, mais... En tout cas, en termes de faire avancer des bonnes choses politiquement pour le pays, bah ça n'a pas l'air de faire le taf, d'accord? C'est les interviews des gens de l'après. En fait, il y a peut-être eu une infiltration d'agents de la CIA dans le média qui, petit à petit, l'ont rendu horrible comme conditions de travail, ont essayé de le droitiser, ont pris le contrôle et... Ouais, je sais pas. Franchement, que la stratégie de la France Insoumise... Membre du directoire et conseil de surveillance... Oh! Dirigeant... Sweeney Nadia Lopez, donc Marion Lopez, Nadia Sweeney, Michel Brochot, Christine Masson, Lisa Noyal, Laurent, j'ai jamais entendu parler de ces gens. Mais en fait, il y a combien de personnes? Effectif entre 10 et 19 salariés. Pourquoi on a l'impression qu'il y a genre 400 personnes dans leur boîte? Tous les jours, on découvre genre 10 nouveaux noms de personnes aux médias qu'on n'a jamais vus auparavant. Marion Lopez, elle présente La Quotidienne. Ah oui, pardon, j'ai pas regardé, du coup, je connais pas. 3 autres. D'accord, on a plus ou moins un organigramme sur cette page-là. Ok, bon. Allez, on reprend la municipale, les gens. Il nous reste 2 heures. Qui n'est pas que dans Paris, hein, mais dans plein de villes de France, de la jouer, quoi qu'il arrive, liste autonome, procède beaucoup plus d'un positionnement pour la présidentielle. En fait, comme Jean-Luc Mélenchon veut être le candidat à la présidentielle sans avoir à faire une démarche d'unité de la gauche parce qu'il... C'est faux. On n'a aucune idée si Mélenchon sera candidat à la présidentielle ou pas. Dans des vidéos récentes, il a dit qu'il voulait pas y aller, plus ou moins. Ils ont lâché quand même des petits indices subtils que ça serait potentiellement pas Jean-Luc Mélenchon, hein, mais bon. Il sait que les autres composantes de la gauche ne voudraient pas forcément que ce soit lui le candidat qui incarne le rassemblement, vu à quel point il a pu être clivant.
eh bien, ils préfèrent qu'au niveau des municipales, qui est la dernière élection avant les présidentielles, il n'y ait pas cette culture unitaire qui se développe. Et donc, pour avoir des troupes derrière lui sur une présidentielle... Dans LFI, il n'y a que 3 personnes qui font partie de l'association. Ouais, je sais. Et ça a l'air de très bien marcher, finalement. Identitaire, il faut faire une municipale identitaire. Et choisir comme candidate Sophia Chikirou n'est pas anodin dans cette stratégie. Selon Rémi Lefebvre, elle est la figure idéale pour s'opposer aux socialistes à Paris. Ils ont choisi la personnalité la plus urticante pour le PS. Elle est très agressive. Bon, allez, je vais arrêter cette vidéo, hein. C'est full, catastrophique, propagande, genre ils ont Rémi Lefebvre, agent de la CIA, il dit que Chikirou est agressive, moi je me casse cette vidéo.